c'est une autre expérience, mais c'est exactement la même chose. Et on voit donc, quand vous faites ça, le fait que la région de contrôle moteur est activée, et la région à l'arrière, c'est parce que quand vous faites ça, vous touchez la pulpe des doigts, donc vous avez également la région sensitive. Et cette expérience-là est faite en demandant à la personne de fermer les yeux ou pas, peu importe, mais d'imaginer simplement qu'elle bouge les doigts. Alors vous essayerez ce soir, c'est pas facile, mais on peut le faire. Donc sans bouger les doigts, imaginez ce mouvement et la petite sensation. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que la région qui sert à bouger est aussi activée dans l'imagination du mouvement, de même que la région sensible. Alors, vous savez peut-être que certains sportifs s'entraînent avec le mental training. Les golfeurs, les skieurs imaginent le parcours, le slalom. Et ben, voilà pourquoi, pendant qu'on s'entraîne à faire ce mouvement, eh bien, on active les neurones de la région. Alors, ce que j'utilise beaucoup pour ceux qui n'ont pas le temps de faire de sport, comme moi, eh bien, le soir avant de dormir, vous vous concentrez très fort et vous arriverez comme ça à développer vos neurones. Il y a même un article, bon, est-ce qu'il est digne de foi ou pas, qui montre qu'il y a même un développement des muscles. Alors, le bodybuilding par la pensée, pourquoi pas? Alors, ce travail, donc, il a eu lieu il y a 10 ans, et dans mon équipe, il a été refait récemment par un de mes collègues, Dr Gérardin. Je sais pas Gérardin, c'est Gérardin. Qui s'est intéressé à comparer l'exécution, l'imagination de mouvements simples ou compliqués, et on fait intervenir une structure qui est au milieu du cerveau, qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire. C'est les supplémentaires, ça veut dire que, bon, elle est peut-être importante, mais c'est pas aussi capitale que la région qui sert vraiment à bouger. Eh bien, cette région-là, elle a quand même une importance. La preuve, c'est qu'en neurochirurgie, selon que vous allez l'enlever ou pas l'enlever, il y aura des conséquences différentes pour le patient. Alors, avec nos collègues de la Salpêtrière, donc ils ont fait une étude où, avec des patients qui ont été opérés, vous avez un patient ici, c'est une coupe qui passe très haut dans le cerveau, une tumeur qui va devoir être enlevée. Et vous savez que le chirurgien en cas de tumeur, il enlève un peu plus pour éviter qu'il y ait des cellules cancéreuses qui restent. Donc, maintenant, c'est un protocole de routine, hein. On fait ces images fonctionnelles, donc on demande aux patients de bouger ou d'imaginer qu'ils bougent, et on va donner au neurochirurgien cette carte. Donc voilà la région qui sert à bouger la main, et voilà la fameuse aire motrice supplémentaire. Et là, le chirurgien, il n'a pas le choix, le pauvre, il est obligé de l'enlever quand il va retirer la tumeur. Résultat, eh bien, le patient a eu pendant plusieurs mois des troubles assez sérieux de la motricité, mais qui ont récupéré. Inversement, chez ce patient-là, également une tumeur qui va être opérée, on voit ici le trou après l'opération, la région de commande de la main ici, l'aire motrice supplémentaire, elle est très loin de l'endroit qui a été touché, aucun trouble moteur. Donc vous voyez que la neurochirurgie commence à apprécier beaucoup nos travaux. Alors le langage. D'abord le langage et le sexe. Une étude qui a été publiée il y a quelque temps, dans un très très grand journal, puisqu'il s'agit de Nature, sur le fait que les hommes et les femmes étaient différents au niveau du langage. Encore on le savait. Mais ce qu'il a montré surtout, c'est le problème de l'altérisation. Alors, je vous ai dit que le langage était plutôt du côté gauche, c'est ce qu'a montré Broca. Alors depuis, on sait que c'est toujours vrai, mais pas à 100%. 85% seulement des gens ont le langage du côté gauche du cerveau, 15% l'ont soit à droite, soit des deux côtés. Si on est ambidextre, qui est mon cas, je me suis testé moi-même, on en a des deux côtés. Eh bien, voilà donc deux images obtenues chez des gens qui sont en train de penser à des mots qui commencent par une lettre donnée. C'est en anglais, mais peu importe. Donc, on cherche des mots dans sa tête qui commencent par P, et ça doit normalement activer la région de Broca. Et vous voyez que chez certaines personnes, on voit cette région, et chez cette personne-là, on voit cette région aussi, mais une autre de l'autre côté. Alors, la convention, c'est une coupe de cerveau à nouveau, avec l'avant, l'arrière. On regarde par en dessous. Enfin, les radiologues vont trouver ça, bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est le côté gauche du cerveau, c'est la région de Broca. Donc, la région de Broca est là, mais vous voyez qu'ici, il y a quelque chose. Alors, d'après vous, où est l'homme, où est la femme? Voilà la réponse. Donc, d'après cet article, les femmes ont plus de langage dans leur cerveau que les hommes. Et ont aussi une répartition bilatérale. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça, je vous laisse le soin de vous-même de conclure. Simplement, on peut imaginer quand même qu'en cas de lésion cérébrale, la femme a peut-être plus de chances de récupérer. Autre sujet d'intérêt, le bilinguisme.
Une étude très intéressante qui a été faite aussi par un de mes collègues à New York et par quelqu'un dans mon équipe, qui est Stanislas Dehaene, dont on reparlera tout à l'heure, a consisté à étudier des gens bilingues, mais différentes sortes de bilingues. Dans ce cas particulier, ils ont regardé des gens qui sont vraiment bilingues, c'est-à-dire ici, par exemple, un Turc qui a émigré à l'âge de quelques mois aux États-Unis, qui a continué à parler le turc avec ses parents et qui a appris l'anglais à l'école et avec ses copains. Donc là, il a une vingtaine d'années. Et on lui a demandé de penser à des mots qui commencent par P, en turc et en anglais. Et ce que l'on voit, c'est la région de Broca, mais vous voyez que c'est pratiquement la même pour les deux langues. Inversement, il a pris des Américains qui ont appris une langue étrangère à l'école, un peu comme nous, quoi. Ici, donc, c'est un Américain qui a appris le français. Et quand on lui fait la même expérience, vous voyez qu'il a deux régions de Broca, une pour l'anglais et une pour le français. Donc c'est extrêmement intéressant. À l'époque, quand c'est sorti, les gens étaient très étonnés, et la réaction immédiate dans la presse, c'était de dire si je dois choisir un interprète, je vous l'envoie d'abord, ça vous pourrez me dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. En fait, c'est un peu plus subtil. Il faut bien voir que dans ce cas particulier, la personne a appris la langue étrangère à un âge plus tardif que l'autre, et surtout avec des méthodes différentes. Donc, il est tout à fait logique de penser que le câblage nécessaire, les régions du cerveau impliquées dans un enseignement de type scolaire et un enseignement de type immersion sont différents. Ça n'a rien à voir avec la capacité de la personne à être très, très bonne dans une langue étrangère ou pas. Donc, encore une fois, on fait de plus en plus d'expériences, de plus en plus fines, vous allez voir jusqu'où on va, mais l'interprétation doit toujours être discutée, voire remise en question en permanence. Alors, l'étude du langage, c'est très très important aussi en pratique médicale. En effet, je vous ai dit que le langage était en général du côté gauche, mais pas toujours. Alors imaginez le problème du neurochirurgien qui doit opérer un morceau de cerveau, retirer un morceau de cerveau chez quelqu'un, et que ce soit du côté du langage. Le risque, c'est que le patient ne puisse plus parler. Alors je vais vous montrer donc ceci est utilisé aujourd'hui, en particulier chez l'enfant. En effet, il existe malheureusement des cas où des enfants épileptiques ne réagissent pas au traitement médical. Enfin, les médicaments ne marchent pas. Et si ces crises sont vraiment trop invalidantes, il n'y a pas d'autre solution que d'opérer pour isoler la région du cerveau d'où vient l'épilepsie, voire même d'isoler un hémisphère en entier. Si on isole l'hémisphère où il y a le langage, ça peut être catastrophique. Alors voilà ce que l'on fait nous maintenant, c'est avec Catherine Chéron et Lucie Hertzpanier, Saint-Vincent de Paul et Necker, on passe ces enfants, là il s'agit d'un garçon de 12 ans, dans notre machine, on lui demande de penser à des mots qui commencent par une lettre pour les grands, ou un nom d'objet, de jouet, d'animal, ou même maintenant on commence à simplement raconter des histoires. Et ce qu'on voit par exemple chez cet enfant, c'est clairement, il y a une activation du côté gauche, beaucoup plus que du côté droit. Donc on peut dire chez lui que le langage est à gauche. Malheureusement, c'est pas toujours aussi simple. Quand je suis revenu aux États-Unis, le tout premier patient qu'on a eu, à titre expérimental, puisque j'avais testé la méthode aux États-Unis, mais elle n'était pas encore validée, surtout en France. Donc, il est arrivé ce patient qui a une maladie absolument horrible, qui est Rasmussen, qui est une sorte de destruction locale du cerveau. Donc, ce garçon a commencé à avoir des crises d'épilepsie à 5 ans et demi. Ça s'est aggravé, le traitement médical ne marchait pas, et s'est posé la question de la chirurgie. Les tests utilisés en pratique clinique suggérait que le langage était chez ce garçon du côté droit du cerveau. Et le chirurgien nous a demandé, comme ça, vous pouvez nous dire où ce que vous voyez. Et nos tests ont montré que, en fait, le langage était du côté gauche du cerveau. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est l'avant et l'arrière, donc côté gauche. Et la maladie est commencée du côté gauche. Donc, dilemme pour le chirurgien. Si je perds le côté gauche, d'après les tests classiques, ça va. D'après ce que nous, on avait fait, il risquait de rendre l'enfant aphasique. Alors ça a pris du temps. L'enfant a été opéré à plusieurs reprises et est arrivé ce que nous on prévoyait malheureusement, à savoir qu'il a perdu la parole après l'intervention du côté gauche. Mais là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant. Cet enfant a commencé à récupérer petit à petit. On voit le trou fait par le neurochirurgien. Donc tout le côté gauche du cerveau est isolé, c'est vraiment complètement, il n'y a plus aucun câble qui passe du côté gauche au côté droit. Cet enfant a petit à petit repris la parole, repris la lecture, et on l'a passé plus récemment dans notre aimant, et on s'est aperçu que le langage était passé du côté droit du cerveau. Autrement dit, le cerveau a utilisé toute sa plasticité pour redévelopper
le langage du côté où il n'était pas au départ. Voilà, c'est assez miraculeux. En général, on admet que 6 ans, c'est la limite extrême à laquelle ce genre de plasticité peut apparaître. Mais pour vous dire que parfois, ça peut durer un peu plus longtemps et que le cerveau est quand même quelque chose de formidable. Alors, donc, vous voyez, je ne vais pas vous donner 500 exemples. C'est ce qu'on essaie de faire une carte des différentes régions du cerveau qui sont en train de s'activer. Et finalement, on en est exactement au même stade que quand les pionniers ont essayé de découvrir le nouveau monde à travers donc leur course en bateau. Je vous rappelle quand même qu'on étudie aussi l'eau dans le cerveau. C'est toujours l'eau le vecteur dans l'histoire. Et on essaye donc de découvrir ces nouveaux continents. Mais c'est très important. À mon point de vue, ça suffit pas. C'est pas moi? Non, bon. Je l'ai éteint. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a un code neural et quelle est sa nature. En effet, il y a un code génétique, il est connu. Il y a sûrement quelque chose qui explique la façon dont l'information est codée dans le cerveau et comment elle circule. Alors, je ne vais pas vous détailler cette expérience qui est compliquée, mais Stanislas Dehaene, dans mon équipe, s'intéresse beaucoup à cette question. Et la technique a bien sûr énormément progressé, devenue extrêmement souple. On peut maintenant passer un volontaire dans un aimant et le soumettre à toute une série de tests. Par exemple ici, tests de calcul, des tests d'orthographe, des tests où il va montrer avec son doigt, où il va prendre quelque chose, et essayer de comprendre, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans cette région-là. Et là, ça devient très intéressant, puisqu'on voit des régions qui sont communes à ce qu'on observe chez le singe, à savoir qu'il y a des régions qui servent à attraper, qui sont très en avant, près de la motricité, les régions qui servent à voir, et entre les deux, les régions qui servent à pointer. Parce que pour pointer, il faut bouger, mais il faut voir où on va mettre le doigt. Donc tout ça, c'est commun au singe. Par contre, on voit des régions qu'on ne trouve pas chez le singe, la région du calcul et la région du langage. Alors, ce que veut faire Stanislas Dehaene, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'essayer de comprendre la conscience, puisque c'est effectivement quelque chose qui est quand même assez propre à l'homme. Et je vais vous donner 2 expériences qui ont été faites dans le cadre d'études de la conscience. La première avec la lecture, la deuxième avec le calcul. Alors l'expérience est un peu compliquée, donc je vais prendre mon temps. Ce qu'on va faire, c'est présenter un mot sur un écran d'ordinateur pendant un temps très court, vous voyez 29 millièmes de seconde. Et ce que l'on sait, c'est que si ce mot est présenté en sandwich devant des petits dessins aléatoires, vous n'avez pas conscience du mot. Autrement dit, dans cette expérience où je montre un masque, rien, un masque, un mot caché, un masque, ben vous avez vu le masque et vous ne savez pas que vous avez vu un mot. Donc pour vous, il n'y a pas de mot. Par contre, si je vous mets un blanc ici de 71 millièmes de seconde entre chaque côté de l'apparition du mot, même si le mot a été flashé pendant 30 millièmes de seconde, vous avez vu le mot et vous l'avez lu. Vous dites c'est lion. Voilà, donc la question est de savoir est-ce que dans ce cas-là, le cerveau a vu quelque chose ou pas, même si vous ne le savez pas, et là, est-ce que c'est différent de là? Alors, on a fait des expériences, et voilà le résultat. Dans le cas des mots masqués, autrement dit, vous n'avez absolument pas conscience d'avoir vu un mot, eh bien nous, on peut voir que le cerveau était activé dans une région qui sert à lire. Autrement dit, votre cerveau s'est préparé à lire un mot, et puis abandonné parce que ça était trop court, et s'est dit, bon, ça ne va pas être très important. Mais lui, il a vu le mot, et il vous a dit, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Par contre, dans le cas où le mot a été encadré par ce blanc, vous l'avez vu, et là on s'aperçoit que la même région est activée, mais beaucoup plus forte, mais surtout qu'il y a d'autres régions qui sont apparues, et qui font donc que le cerveau s'est dit, oulala, là il y a un mot à voir, et il va vous le dire, vous êtes conscient d'avoir vu ce mot. Donc vous voyez qu'il semblerait que la conscience, c'est simplement que en permanence on est en train de faire un tas de choses, et je bouge les mains pendant que je parle, je ne suis pas en train de me dire, bon, je vais mettre la main comme ça, puis non, je ne pourrais plus parler. Hein. Donc en permanence, il y a des tas de choses qui se passent dans notre cerveau, et puis, bon, ça reste très localisé. Et puis à un moment donné, pour une raison quelconque, il y a un organisateur central qui va mettre en lien un certain nombre de régions et faire apparaître dans le champ de conscience quelque chose. Alors si on prend cette région qui est ici, voilà ce qui se passe quand on est inconscient et voilà ce qui se passe quand on est conscient du stimulus. Donc vous voyez qu'on est non seulement en train de voir le cerveau penser, mais on est en train même de voir le cerveau faire des choses que vous ne savez pas qu'il fait. On va continuer l'examen de conscience avec les chiffres maintenant. Alors expérience, je suis désolé pour l'anglais, mais ça a été fait aussi en